Et là, il me regardait comme ça, la tête penchée, à travers les mèches de ses cheveux. En train de couper à la hache les homards, les pinces, les queues et tout, puis à distribuer. Et tout le monde partait s'installer dans un coin avec son homard. Avec sa petite pince. L'ambiance était survoltée. C'était la fin de l'événement. Oui. Tout le monde était heureux. Enrico Baille, ça, personne, je l'ai raconté à personne. Et là, ça va se savoir publiquement. Hein? Donc, ça a commencé par un ami de Radio-Canada à qui j'ai demandé le numéro de téléphone d'Eugène Ionesco. Comme ça? Tout simplement. OK. Carl Parent, c'était son nom. Alors, Carl me donne le numéro d'Eugène Ionesco. OK. Je téléphone, et j'étais très stressée au téléphone, je téléphone. À la troisième sonnerie, j'entends Ionesco. Oui, allô? Alors, je me présente et tout, et je lui dis que j'aimerais faire une entrevue avec lui, et tout ça. Oui, quand? Je lui propose une date. Parfait, à telle heure, je vous attends, mademoiselle. Aussi simple que ça. Ce que je cherchais, c'est lui faire dire ce que la pataphysique, lui comme membre du collège de pataphysique, ce que la pataphysique, sa compréhension de la pataphysique et l'application de la pataphysique dans son théâtre. Oui. Donc, j'allais chercher quelque chose d'inédit, des questions auxquelles il n'avait jamais répondu, là, à ma connaissance. Oui. Voilà, donc me voilà partie à Paris pour 2 mois. J'habite dans un couvent. Ça s'est déroulé le plus naturellement du monde. Là, si vous lisez l'entrevue que j'ai mis dans mon essai sur la pataphysique, il n'y a pas de tension entre nous. Là, ça se déroule de façon extrêmement amicale. Oui. Et en dernier, il me dit, la 3e fois où je suis allée, il me dit, « Mademoiselle, je vous trouve très sympathique. » Ben oui, hein? Ça... Donc, je suis revenue et j'ai présenté à Alice Gauvin, qui était ma directrice de thèse, l'entrevue, puis elle me dit « Oui, c'est vraiment de l'inédit. » C'est la première fois où j'entendais Ionesco dire clairement que pour lui, la pataphysique, c'est le zen. Nous avons une bourse pour la Belgique et nous n'avons pas de candidat. Tu es la seule qui travaille un sujet qui se rapproche le plus de ce qui peut se faire en Europe et en Belgique. Oui. J'ai réfléchi et puis me voilà partie en Belgique. Donc, à une demi-heure de train de Liège, où j'étais, existait un pataphysicien et un olympien spécialiste de Raymond Queneau qui avait fondé le Centre de recherche international Raymond Queneau. Blavier? André Blavier. C'est ça, c'est André Blavier. C'est bon. Alors, Daniel Rassel-Latin me dit, Lynn, André Blavier, il va t'aimer ou il ne t'aimera pas. Tu vas le savoir tout de suite. Ça s'annonce bien. Moi, j'ai 22 ans. Là. Mais oui. C'est mon 2e voyage en Europe. Mais tu avais eu la confirmation d'Ionesco que tu étais une personne sympathique, donc tu pouvais... Donc, j'arrive chez André Blavier, plutôt à la bibliothèque.
Et je m'installe et il me dit de m'asseoir. Il me dit même pas de m'asseoir, il me fait le geste là, que je peux m'asseoir en face de lui. Et André, c'est un monsieur pas très grand qui avait les cheveux assez longs. Je lui ai même connu les cheveux comme ça. Mais à l'époque, il avait les cheveux comme ça, tout raides. Et puis, il avait ses lunettes, puis les cheveux étaient tout devant ses yeux. Et là, il me regardait comme ça, la tête penchée, à travers les mèches de ses cheveux. Moi, j'étais stressée. En tout cas, bref, ça a été... ça a bien été. Bon, il t'a aimé tout de suite. On a sympathisé. Okay. André Blavier m'a ouvert son carnet d'adresses. Ah, rien de moins. Rien de moins. J'avais les numéros de téléphone de tous les Olympiens et de beaucoup de pataphysiciens. Italo Calvino, rien de moins. Enrico Baille. Bon, évidemment, les Marcel Benabou, Jacques Carelman, enfin. Il me suffisait de téléphoner. Donc, j'ai téléphoné à Marcel Benabou, le secrétaire perpétuel de l'Oulipo. Marcel. Bon. Marcel Benabou. Parlons-en. Marcel, ça a été aussi une rencontre coup de foudre. Oui? Oui, j'ai eu beaucoup de rencontres amicales, évidemment. Et Marcel, ça a été comme André. Mais avec Marcel, ça a déboulé. Parce que Marcel m'a fait rencontrer Paul Fournel, il m'a fait rencontrer Jacques Jouet, il m'a invité à des réunions de l'Oulipo, me présenter comme la petite Québécoise. Ensuite, j'ai connu Noël Arnaud, j'ai connu tout le monde. Donc, ça a déboulé. Parlant de Marcel Benabou. Oui, parlons-en. Est-ce que je peux me permettre de le saluer personnellement? Oui, tu as tous les droits. Vas-y. Okay. Certainement. Marcel, Isabelle, vous êtes les derniers amis qui me restent. Les autres sont tous partis au ciel. On ne se voit pas souvent, mais je veux que vous sachiez, mais vous le savez, que je vous aime et que vous avez contribué à mon bonheur toute ma vie. Je vous embrasse. Je me souviens de François Le Lyonnais, du monsieur respectable qu'il était, extrêmement rigoureux. Je me souviens de sa bibliothèque qui faisait tous les murs du plancher au plafond. Je me souviens de ses chats qui l'empêchaient toujours de travailler. Je me souviens d'avoir rencontré François Karadec, Claude Simonet, Claude Debon, une variété de spécialistes queniens. Je me souviens d'avoir habité chez Paulette Pérec et d'avoir passé des après-midi avec elle à jaser de Georges et des Oulipiens et du travail oulipien. Je me souviens d'avoir été invitée chez Enrico Baille en Italie, à Milan, chez lui. On m'avait avisé qu'il était très, très riche. Mais là où je veux en venir, c'est que Enrico Baille, ça, personne, je l'ai raconté à personne. Et là, ça va se savoir publiquement. Là. Enrico Baille me demande si je serais intéressée à retourner au Québec avec en poche le revolver d'Alfred Jarry. Non. Le revolver d'Alfred Jarry. Oui. Et moi, dans ma jeunesse, j'étais jeune, j'ai pensé, mais comment est-ce que je vais passer les douanes? Oui. Ça a été
Le motif? J'aurais dû trouver une façon d'accepter. Je le regretterai toujours. Ah oui, hein. Le fait que tu aies côtoyé en même temps à la fois des gens du collège et des gens de l'Oulipo qui ont formé pour toi cette conviction que les deux sont pas inséparables, mais c'est de même nature. Équivalent. Équivalent, oui. C'est un thème important pour les pataphysiciens. Absolument. Oui, absolument. Moi, personnellement, je ne fais pas de différence entre les pataphysiciens et les oulipiens. D'ailleurs, c'est le collège de pataphysique qui a fait connaître les travaux de l'Oulipo. Oui. Puis les premiers oulipiens étaient membres du collège, donc Raymond Queneau, François Le Lyonnais étaient membres du collège de pataphysique aussi. Oui. Donc, et les deux groupes, même s'ils ont une structure ou une organisation séparée, les deux groupes ont la même finalité finalement, c'est la créativité. Ici, on est devant un bel étalage d'un dossier de presse pour que tu nous donnes des informations sur le fameux grand événement qui s'est déroulé en 1989 à Montréal. La pataphysique d'Alfred. Oui, plus précisément. Du 22 avril au 1er juin. C'est un mois et 10 jours. C'est énorme. Donc, la pataphysique d'Alfred Jarry au Collège de pataphysique. L'événement, la pataphysique d'Alfred Jarry au Collège de pataphysique, qui comprenait évidemment une exposition à la galerie de l'UQAM. Ensuite, on avait l'Oulipo Show par le Théâtre Ubu, oui, qui était associé à l'événement pataphysique. On avait une semaine de musique pataphysique à la chapelle historique du Bon Pasteur, puis une semaine de cinéma pataphysique à la Cinémathèque. Nous avons eu une excellente revue de presse. Ça a été suivi par, je dirais, tous les médias importants du Québec. Oui. Donc, on peut voir ici la pataphysique à une ville. Les titres sont importants. Ubu à Montréal, la pataphysique à une ville. La pataphysique plus que jamais, Merdre-Groslieu. Donc, ici, c'est la revue de presse de l'Oulipo, du Théâtre Ubu. Oui. Et ici, c'est la revue de presse du colloque de l'événement. De l'événement. Succès inespéré du colloque pataphysique. Et personnes invitées, par exemple, Marcel Benabou, Jacques Carelman, tu les as accueillis pendant un mois? J'avais pas tellement de budget. J'ai fait une demande pour les billets d'avion. Oui. Bon, j'ai réussi à obtenir les billets d'avion, mais aucun per diem et aucun logement. Donc, j'ai logé. D'abord, j'avais invité Brunella Eruli, Aline Gagnère, Jacques Carelman, Thierry Foulk, Marcel Benabou, Noël Arnaud. Une chose à savoir aussi, c'était dans le temps du homard. Oui. Et le homard au Québec, il était pas cher. Dans ces années-là, il n'était pas très cher. Et les Français adorent le homard. Et Thierry Foulk qui mangeait du homard tous les midis. Je me souviens, c'était 10 $ pour le homard. Wow. Tous les gens qui avaient participé à chacun des volets de l'événement pataphysique étaient invités à une dégustation de homard. Évidemment. Et là, je me souviens de Gérard Bochu, qui était le graphiste du catalogue. Je me souviens, je le vois encore derrière le comptoir en train de couper à la hache les homards, les pinces, les queues et tout, puis à distribuer. Et tout le monde partait s'installer dans un coin avec son homard. Avec sa petite pince. L'ambiance était survoltée. C'était la fin de l'événement. Oui. Tout le monde était heureux.
le bonheur se flottait dans l'air. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Carole Mann s'est levée, t'a présenté comme la prochaine. T'as donné les clés? Ça, c'est un party privé. OK. Mais à la clôture du colloque Pataphysique, oui. Jacques Carelman et Thierry Foulque m'ont fait la surprise de me donner les clés de l'Académie québécoise de pataphysique. Alors, les clés, c'est une brosse à dents. Une brosse à dents avec une clé à côté, tenue par une espèce de cercle en spirale où c'était écrit en petit lettrage, c'est Jacques qui avait fait ça, Académie québécoise de pataphysique. C'était rose. Il faut savoir que Jacques Carelman, avant d'être artiste, a été dentiste. Ah! Donc, d'où l'idée de la brosse à dents. Donc, voilà, c'est en 89 qu'a été fondée l'Académie québécoise de pataphysique. Et même si tu as donné les clés, il t'a dit maintenant, à la tête de l'Académie, ça n'existait pas, le groupe n'existait pas, l'Académie québécoise de pataphysique, c'était... Moi, j'ai sollicité comme ça que ça plein de gens que je connaissais pour en faire partie. Et je dois dire que la première génération d'académiciens était une génération inouïe, pleine d'idées. J'ai une photo à vous montrer, je vais aller la chercher. C'est une photo des membres de la première génération de l'Académie québécoise de pataphysique. Ici, vous voyez le distingué professeur Paul Zumthor avec une chape et son chapeau. Marc Angenot, qui est professeur à l'Université McGill. Jean-Michel Sivry, qui travaillait dans le management à l'époque, et dans le management et dans l'édition. Et moi, je suis quelque part là, au milieu, je ris comme toujours. Ça, c'était la première mouture, première génération, en fait, d'académiciens. D'académiciens. Et puis, cette génération-là a été en contact avec l'Oulipo. L'Oulipo a accueilli Paul Zumthor comme un éventuel membre de l'Oulipo. Donc, et je dirais que Marc Angenot a fait des choses aussi très oulipiennes. Hein. Génération, c'est que moi, j'étais jeune quand je suis arrivée parmi les pataphysiciens, les oulipiens, et qui étaient tous d'une génération plus âgée que moi. Et j'ai été acceptée au même titre que les autres. Oui. Donc, c'était pas un frein. C'est des générations marquées, mais au contraire d'être un obstacle, c'était plus... c'est suivi. Il y a un continuum. Oui. Il y avait un continuum. Et moi, j'ai connu surtout la deuxième génération d'oulipiens et de pataphysiciens. Et il y a une troisième génération maintenant. En plus, c'est qu'à l'Oulipo et au collège, les organisations n'ont pas de fin. L'organisation s'auto-génère elle-même. Et dans l'histoire littéraire nous a habitués à des ruptures entre des courants. Il n'y a pas d'exemple de groupe qui ait subsisté aussi longtemps que l'Oulipo et même le collège. Ça rime avec générosité. Ça rime avec accueil, encouragement, entraide. Oui. Ça rime avec un esprit pataphysique oulipien de partage. Oui. Sans qu'il y ait de jalousie. Chaque créateur propose
ses propres inventions, ses propres créations et profite des connaissances des autres. Des autres, tout simplement. Oui. Et c'est dans cet esprit que le fabuleux don que tu as fait Oui, de ta bibliothèque, que ce que tu m'as offert, c'est précieux, c'est un legs précieux. Puis, est-ce que donc ta motivation à faire ce don-là relève de cette génération de partage que tu constates et que tu as vu? Oui, mais c'est plus que ça. C'est pour faire survivre la pataphysique et l'Oulipo au Québec. Je me suis trouvée intéressante, excusez-moi, dans mes contraintes. Les contraintes que Miss Morphose a utilisées, notamment, elle a élaboré un lexique personnel qu'elle a réparti entre euphorie, dysphorie, espace et temps. Et ensuite, elle a demandé à l'ordinateur de constituer une série d'aphorismes selon la formule suivante. Verbe non adjectif et être adjectif. Je t'interromps 2 secondes. Tu dis que Miss Morphose a donné ses contraintes et travaillé avec l'ordinateur, mais dans les faits, cette demande-là à l'ordinateur, tu l'as fait. Tu as appuyé sur les... C'est vraiment réalisé. C'est pas un fantasme du personnage. Voilà. Voici. Le lexique ici, qui est réparti entre euphorie, dysphorie, espace et temps, ce sont tout simplement des mots que j'aime, des mots, le goût du mot que j'aime. Et ensuite, avec l'ordinateur, ça a constitué des aphorismes. Ça veut dire que l'ordinateur a pigé au hasard dans le lexique un verbe, un nom, un adjectif et être adjectif. Oui, c'était la structure qui donne ceci. J'ai appelé ça des anorexies parce que ce sont des aphorismes et puis qu'un aphorisme, par définition, est maigre. Consommer l'audace ludique et être retorse. Verbaliser les autres fantasmatiques et être tendancieux. Goûter le sujet capiteux et être perfide. Éclairer le désir infâme et être suffocante. Je dansais beaucoup. J'ai fait des performances de danse, j'ai suivi plein de cours de danse, je dansais beaucoup. Donc, je voyais la littérature comme une danse des mots. Oui. Alors, c'est pour ça que dans le livre, ça danse. Oui. Il y a une graphie. Il y a une graphie. Oui. Et ça danse. Alors c'est pour cette raison-là. L'écriture se promène dans l'espace, donc ça danse. Et puis, j'analysais le rapport entre la danse et la littérature par le fait que quand on danse beaucoup, de façon presque professionnelle, le corps est porté par l'électricité qu'il contient. Mm-hmm. Alors, j'ai associé l'électricité électronique, l'écriture assistée par ordinateur, Et si elle disparaît, si le personnage disparaît à la fin du livre, ben, au début, elle veut bâtir la science de l'esprit du corps. La science d'un corps qui danse
dont l'esprit est partout, et non pas dans la tête. Ah oui, puis j'adorais les jeux de mots. J'avais une facilité à inventer des mots. Oui. Donc, ça se voit dans le livre, là, j'invente plein de mots. J'ai inventé même une ville, Synchronicity, la ville où habite Miss Morphose. Ici, on reconnaît un peu l'influence de Jung, là. Ensuite, j'aime le rire. J'ai une personnalité joyeuse de nature, ce qui m'a beaucoup nui dans la vie, en particulier dans le milieu universitaire, je dois le dire. Et ce rire-là, Miss Morphose, elle rit beaucoup dans le livre et elle se dit désinvolte. Alors, qu'est-ce que la désinvolture? Le D, pour moi, c'est l'incarnation dans la terre, le fait d'être grondé. Zen, c'est le fait d'être debout et de regarder vers le ciel. C'est l'esprit. Et la volture, c'est ce qui t'emporte. OK. Donc, alors, si je fais le lien avec le dernier livre que je viens de publier, où est-il? Il s'intitule « Le cabinet des humeurs ». Le thème de la métamorphose est présent dans les 3 livres. Il faut se métamorphoser quand on écrit. On peut se métamorphoser de façon explicite ou implicite. De façon explicite, vous avez des métamorphoses dans le cabinet des humeurs, qui est un recueil de poèmes où chaque poème correspond à un personnage. Et en fait, c'est le personnage qui se vide le cœur devant vous. D'abord, juste dire qu'on est dans la petite maison à côté de ta maison principale, là Oui. où les Oulipiens ont dormi Oui. pendant leur séjour à Saint-Alexis. Et tu voulais aussi nous parler de ton autre voie d'écriture, de production littéraire. D'abord, il y avait la voie pataphysique oulipienne, bien campée par Miss Morphose et 4 leçons et 2 devoirs de pataphysique. Et puis, tu as une autre voie. Maintenant, je t'inviterai à nous parler de cette voie. Eh bien, cette autre voie, elle correspond à un changement dans ma vie. Vers l'âge de 40 ans, j'ai senti le besoin de m'enraciner quelque part et d'avoir donc une stabilité financière. Donc, j'ai commencé à travailler à Hydro-Québec et j'ai acheté la maison ici. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les Oulipiens sont venus, les pataphysiciens sont venus me voir. Oui. Donc, en m'enracinant ici, je me suis souvenue de mon enfance et ce qui m'a donné l'idée d'écrire sur mon enfance, parce que je pense avoir eu une enfance un peu assez extraordinaire, à vrai dire, parce que mes parents géraient une pourvoirie de chasse et pêche au bord d'un lac immense, le lac Sakakomi, qui est ici derrière. Donc, ma famille, et avant nous, mon grand-père, ma grand-mère, géraient donc la pourvoirie qui est en pleine forêt. Donc, pour un enfant, vivre en pleine forêt, sans électricité, sans eau, sauf celle du lac. Et puis, alors c'est là que j'ai pensé à écrire « Nous les enfants ». Enfin, sur la photo, on me voit avec ma sœur et mon frère. Donc, ce sont plusieurs récits. Il y a des photos à la fin pour prouver
que j'ai bien eu cette enfance. Et puis, ce sont des récits qui prennent la voix d'une petite fille qui raconte ses aventures dans la forêt. Je tiens à te remercier infiniment pour ta générosité, ton accueil, le don de toi et de tes expériences et tout ça qui viennent nourrir mon parcours. Et puis, je suis très heureuse d'avoir pu, à l'occasion du colloque, parler de toi. Puis, je suis certaine que ça va résonner chez d'autres critiques et d'autres Oulipiens qui sont avec nous dans la salle. Alors, vraiment, merci beaucoup. Tu vas me faire pleurer. Non, c'est pas parce le que but. tu m'as rappelé des moments de ma vie qui ont été très beaux. Oui, bon, mais tant mieux, c'est un bel échange. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Moi aussi, je vais chialer, ok? Oui, crois-le pas, là. En 2 mois, là, j'avais quelque chose tous les soirs. Mais quand tu dis, là, quand c'est pas un vernissage, c'est un lancement, ou je t'invitais à souper, ou... 2 mois de temps sans arrêt, là, je me souviens, il y a un soir que j'ai dit « Non, je fais rien, je reste, je me repose. » J'avais quelque chose quand même, mais là, il fallait que je me repose. Donc, ça swing, là. Oui. Je te le dis, là, au collège, Ça swing. ça swing.